Bienvenue sur Cardio Online à l'occasion des JESFC 2022. Je suis le Dr Sylvain Guérard, président du Club des cardiologues du sport, et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Hervé Edouard de Bordeaux pour parler un petit peu de ces dernières recommandations de la Société européenne de cardiologie en matière de cardiologie du sport. Bonjour Hervé. Bonjour Sylvain. Alors, ces dernières recommandations sont survenues presque 6 ans après celles de 2015. Qu'est-ce que l'on peut retenir sur la philosophie de ces dernières recommandations? Les dernières recommandations datent de 2005, européennes et américaines, et elles étaient extrêmement limitatives. À part le golf, le billard, enfin des sports très limités, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et puis en 2015, les Américains ont vraiment fait un revirement, suivi par les Européens il y a 1 ou 2 ans, dans leurs dernières recommandations. Et là, effectivement, on a l'impression qu'il est interdit d'interdire, en gros. C'est-à-dire qu'on peut presque tout faire, dans certaines limites, bien sûr, pour certaines cardiopathies, mais en tout cas, on est beaucoup plus permissif. Et surtout, la philosophie de ça, c'est de prendre cette décision médicale partagée avec le sportif. On l'informe des bénéfices du sport, et surtout, on lui indique les risques du sport. Et cette décision est partagée, donc les limites à ne pas franchir, etc. Alors ce qui est important en France, c'est qu'on est dans une responsabilité juridique dans la mesure où on signe un certificat de non-contre-indication. Donc il faut vraiment laisser une trace écrite d'information quand on a cette discussion avec le sportif. Donc une des nouveautés, donc cette décision partagée, y a-t-il une place peut-être pour une décision collégiale, à s'entourer peut-être de plusieurs cardiologues pour prendre quand on a des décisions qui sont un petit peu difficiles? Alors il y a effectivement des décisions difficiles, des formes limites entre une hypertrophie physiologique, pathologique, des QT un petit peu longs mais pas très. Donc effectivement je pense que là, surtout si c'est un sportif professionnel, si on hésite, et surtout s'il y a des enjeux financiers, il faut bien dire les choses comme elles sont, je crois que c'est effectivement d'avoir des avis collégiaux pour prendre une décision commune, médicale. Donc éviter de prendre des décisions tout seul dans son coin. Est-ce qu'il y a des populations particulières qu'on a identifiées comme des populations à risque? Il semblerait que peut-être le sujet de plus de 60 ans a un risque accru. La principale cause des morts subites et des accidents au cours du sport, ça reste la coronaropathie. Tout à fait. Donc effectivement, l'âge et le sexe restent des facteurs de risque majeurs. Maintenant, il faut faire une évaluation de ce risque avec bien sûr un bon examen clinique, une évaluation des facteurs de risque, et je crois que le logiciel SCORE reste tout à fait adapté pour ça. Ouais. Et après, on sait les limites de l'électrode repos, de l'écho. Donc je crois que c'est surtout la base de l'épreuve d'effort qui doit un petit peu nous orienter pour la recherche d'une ischémie silencieuse et éventuellement s'aider d'une imagerie. Dans les derniers recos, on prône l'utilisation plus importante de l'imagerie par rapport à une simple épreuve d'effort. Maintenant, il y a des limites, c'est-à-dire que le sujet qui a des sténos simplement inférieurs à 50%, même en imagerie de stress, on ne verra rien. Donc il y a quand même encore une place pour l'épreuve d'effort, si tant est qu'elle soit bien conduite dans une épreuve d'effort pour un sportif. Est-ce qu'il y a d'autres, par exemple si on prend le sujet de moins de 35 ans, est-ce qu'il y a eu des modifications sur le bilan d'évaluation initiale, électrocardiogramme, échographie? Est-ce qu'il y a des choses nouvelles ou on reste un petit peu sur... Il y a des choses nouvelles parce qu'il y a eu pas mal de registres qui permettent d'avoir justement un recul vis-à-vis de certaines pathologies. Je pense aux myocardiopathie hypertrophique, aux canalopathies. Et autant on était extrêmement restrictif, là on s'est aperçu que finalement il n'y avait pas tant d'événements défavorables que ça. Alors il y a quand même des interdits, par exemple la dysplasie rythmogène du ventricule 3, c'est 0 sport, y compris en loisir, parce qu'on aggrave la pathologie. C'est-à-dire même si vous êtes phénotype négatif mais génotype positif, il ne faut vraiment pas faire de sport. À l'inverse, si vous prenez des QT longs de forme 2, de forme 3, on peut leur autoriser beaucoup plus de sport qu'on le faisait autrefois. Et c'est vrai pour les myocardiopathie hypertrophiques aussi. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est l'esprit vraiment beaucoup plus permissif qu'autrefois. Il ne faut pas priver les gens du bénéfice d'activité physique régulière. On connaît le côté extraordinairement protecteur d'une activité physique régulière. Et donc, il ne faut pas interdire trop, même pour certaines pathologies qui nous faisaient peur autrefois. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Merci encore. Merci à toi Sylvain. Voilà, pour cet entretien sur ces recommandations à l'occasion de ces Journées européennes 2022 sur Cardio Online.